me disait le médecin à mes parents, tant que j'envoyais bouler les infirmières et que je ronchonnais et que je me montrais insupportable, je sais que j'allais bien. Et puis un jour, ils ont vu que je réagissais pas forcément, que je parlais plus, que j'étais... Et là, au milieu de la nuit, ils ont appelé mes parents pour dire qu'il fallait qu'ils viennent parce qu'ils étaient vraiment pas sûrs. L'infection se prolongeait, j'avais beaucoup de fièvre. J'ai très peu de souvenirs de cet épisode parce que j'étais vraiment dans les choux complets. Et mes parents sont venus pour me dire au revoir. Et je sais que ça s'est resté un événement particulièrement traumatique pour mes parents. Bienvenue dans Ambitus. Si la démarche de ce podcast vous touche, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à repartager sur les réseaux. Ambitus est un podcast produit par l'Éveil, une association œuvrant dans la réinsertion socio-professionnelle et le rétablissement du lien social dans le canton de Vaud, en Suisse. Depuis 30 ans, l'Éveil propose toutes sortes d'ateliers et de mesures pour stimuler la créativité, le renforcement de la connaissance et de la confiance en soi auprès de personnes fragilisées et marginalisées. Derrière les chiffres et les statistiques, des personnes, des humains dans toute leur multiplicité et diversité, avec des parcours aussi uniques que banals, autant miraculeux qu'ordinaires. Cette série de podcasts est un moyen de vous faire écouter ces récits que l'on entend trop peu, des vécus internalisés mais qui aujourd'hui vous sont partagés. L'ambitus représente en musique l'étendue d'un instrument ou d'une voix, de sa note la plus grave à la plus aiguë. Au final, chaque être humain possède une tessiture de voix que l'on peut étendre métaphoriquement à sa vie, une mélodie composée de hautes notes et de basses notes. Ambitus a pour vocation de laisser ces mélodies complexes vibrer avec profondeur et émotion au gré des personnes concernées. Pour plus d'informations sur les activités et l'histoire de l'éveil, son directeur Oran Mackenzie vous explique tout dans l'épisode 0, le premier de la liste. Si vous désirez entrer en contact avec l'une ou l'autre des personnes ayant témoigné dans ce podcast, pour diverses raisons, c'est possible. Il suffit de m'écrire à podcast@aeveil.ch, l'email est en description. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage d'Alexandre en 2 parties. Une vie ponctuée par la maladie et les rencontres avec soi-même. Merci à Alexandre pour son courage et son témoignage qui, je n'en doute pas, ne vous laissera pas indifférent. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter certaines sensibilités, telles que la maladie et la mort. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je suis né en avril 1978 à l'hôpital de Sion. Et je ne suis pas arrivé seul puisque 8 minutes avant ma naissance, mon frère jumeau a ouvert la voie, on va dire. Et donc nous sommes vrais jumeaux. Mes parents étaient issus, pour la part de mon père, étaient issus d'une famille très pauvre de Sierre, très dysfonctionnelle. Très tôt, il s'est retrouvé au fait à devoir s'éduquer un peu tout seul et puis s'occuper de ses frères et sœurs. Ils étaient une famille nombreuse. Ma mère, de son côté, venait d'une famille plutôt de classe moyenne. Elle habitait à Sion. Mon grand-père étant bernois, elle a fait l'école allemande. Et suite à une scolarité un peu difficile, en raison d'une très forte dyslexie et d'un caractère vraiment très très fort, elle s'est retrouvée à faire l'école ménagère, donc à Comté. Et elle avait plutôt un côté très rebelle. Elle n'aimait pas trop avoir des amis filles. Elle fréquentait plutôt des garçons. Et à l'âge de 16 ans, elle a rencontré mon père. Et ça a été le grand amour entre eux. Ils sont restés ensemble toute leur vie, au fait. Donc mon père était serrurier à l'époque. Il faisait un apprentissage de serrurier. Et une fois son apprentissage terminé, ma mère voulait se marier. Mon grand-père n'était pas trop d'accord, donc ils ont fait comme beaucoup de jeunes à l'époque. Elle est tombée enceinte de manière à pouvoir un petit peu lui forcer la main et qu'ils puissent se marier et ainsi commencer leur vie ensemble. Donc à l'âge de 19 ans, j'ai un grand frère de 7 ans, mon aîné, qui est venu au monde. Donc moi, à ma naissance, j'étais plutôt un enfant très chétif. J'ai failli me retrouver en couveuse, à pas grand-chose. Et les médecins étaient plutôt, rassurés par la suite que je rattrape un peu mon retard. Donc je dirais surtout avec mon frère, il y avait aussi une spécificité, c'est que comme on était vrais jumeaux, on avait une relation
très fusionnel, c'est-à-dire qu'on avait un peu une bulle gémellaire où on ne laissait pas vraiment rentrer les autres. Mes parents, quand ils essayaient de jouer avec nous, remarquaient qu'on ne jouait que l'un avec l'autre. On a mis très longtemps à apprendre à parler parce qu'on avait développé notre propre langage. Si je me trompe pas, c'est quelque chose de courant chez les vrais jumeaux. Donc on avait développé notre propre langage et on vivait un petit peu dans une bulle sans vraiment facilement être en lien avec le monde autour de nous. J'ai pas de souvenir direct de mon grand frère dont je me souvienne. Je crois que les souvenirs que j'ai, je me les suis un petit peu fabriqués des photos que j'ai. Mon père étant un grand amateur de photos, j'ai énormément de photos de notre famille. Et le premier vrai souvenir que j'ai de mon grand frère, enfin en tout cas en lien avec mon grand frère, c'est en juillet 1983, donc j'avais 5 ans. On se trouvait dans un chalet que mes grands-parents maternels louaient et que toute la famille se retrouvait durant les vacances d'été. Et un jour, mon père est parti avec mon grand frère pour aller rendre visite à un de ses collègues de travail qui était en train de faire des rénovations dans un chalet dans le Haut-Valais. Et le souvenir que j'ai, c'est de le voir revenir tout seul, en fait, et de le voir annoncer quelque chose à ma mère, de l'entendre hurler, s'effondrer. Et mon oncle nous a pris, mon frère et moi, donc mon frère jumeau et moi, par la main pour nous éloigner. En fait, il y avait eu un accident durant la journée. Mon frère, en passant d'une pièce à l'autre du chalet, le pan de mur qui se trouvait au-dessus de la porte s'est déchaussé et il a été tué sur le coup devant mon père. Donc nous avons été témoins de l'annonce, mais ensuite on ne nous en a pas parlé du tout. Je crois que c'était vraiment une époque où on disait qu'il fallait préserver les enfants face à la mort, que ça allait créer des traumatismes, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai pas compris à ce moment-là ce qui se passait. C'était vraiment pas clair pour moi. Donc là, on était en juillet. Nous sommes partis au mois d'août avec, comme il était prévu, avec mes oncles et mes tantes, ainsi que tous mes cousins et cousines. Et nous sommes partis en Italie, à Rimini, comme on le faisait chaque année, pour les vacances. Et c'est vrai que pour moi, dans ma tête, je me disais, mais bon, il n'est pas venu avec nous, il doit être ailleurs et qu'il allait revenir. Quand on allait rentrer, il serait là, au fait. Et puis, l'école a repris et mon grand frère ne rentrait toujours pas. Et un jour, en revenant de la petite école, j'avais commencé l'école enfantine, je suis rentré, ma mère était à la maison entourée par ses sœurs. Et en rentrant, j'ai demandé un peu naïvement, mais quand est-ce qu'il va rentrer ? Quand est-ce que mon grand frère rentre ? Et là, je vois ma mère qui s'effondre complètement en larmes, et une de ses sœurs, donc ma tante, m'a pris à part et m'a dit qu'il fallait plus parler de mon grand frère parce que ça faisait du mal à ma mère. Et elle m'a expliqué qu'il était tellement incroyable, il était tellement un bon enfant, il était tellement extraordinaire que Dieu avait voulu l'avoir auprès de lui. Et je suis resté avec cette information. Donc, non seulement un très fort sentiment de culpabilité d'avoir fait souffrir ma mère, mais également un sentiment d'injustice et une colère contre Dieu de m'avoir volé, au fait, mon grand frère. Et donc, on s'est retrouvés à ne pas en parler. Les seules personnes qui en parlaient, c'était souvent mon grand-père maternel pour nous dire à quel point c'était un enfant extraordinaire, un ange. Et vraiment, moi, je me disais, mais moi qui suis si imparfait, qui faisait beaucoup de bêtises, qui était turbulent comme n'importe quel autre enfant, pourquoi c'était lui, quelque part, qui était puni de plus être dans sa famille, et mon grand frère qui était puni de ne plus être dans la famille. Et je trouvais qu'il y avait une injustice derrière tout ça. En plus, mes parents étaient proches des artistes valaisans, des peintres en particulier. Et mon père, comme il faisait beaucoup de photos, proposait de photographier les œuvres pour faire les books d'exposition, le catalogue d'exposition. Et dès lors, une artiste valaisanne avait réalisé un portrait de mon frère au fusain, un grand format,
qui trônait au milieu de la maison. On pouvait pas, de l'appartement, on pouvait pas le louper, je veux dire. Donc il y avait d'une part ce secret, enfin cette interdiction de parler de lui, mais en même temps sa présence tout le temps face à nous. Et c'était vraiment compliqué. Là, ça a été une période où je me souviens, je voyais beaucoup mes parents pleurer. Ma mère, pendant un temps, a eu énormément de peine à venir vers nous parce que ça l'a blessé beaucoup trop par rapport au décès de son premier fils. Et j'ai grandi un peu avec cette idée. Ils ont commencé à avoir extrêmement peur aussi pour nous, qu'il nous arrive quelque chose. Donc, tout devenait dangereux. Vivre était dangereux, au fait, à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été une période de vie assez compliquée pour ma famille, mais également pour nous qui étions, enfin, en tout cas pour moi, qui était dans l'incompréhension de tout ça, au fait. Donc malgré tout, la vie a repris son cours. Nous avons continué à avancer. Nous avons déménagé également. Et nous étions toujours à Sion, mais on avait changé de quartier. Donc on ne voyait plus nos amis. On a dû se refaire un réseau. Et c'est vrai que mon frère et moi, donc mon jumeau et moi, on ne passait jamais inaperçus. On était des vrais jumeaux. À 100%, on avait des cheveux blonds mais très très clairs, des cheveux très longs. Ma mère était un peu une hippie qui voyait ça d'un bon œil. Et c'est vrai que souvent on nous confondait avec des filles, et puis que souvent c'était un peu et mon père, c'était un peu la grogne. Lui, ça l'embêtait qu'on soit pris pour des filles, et ma mère, pour elle, c'était exclu qu'on touche à nos cheveux. Donc j'étais toujours pris un peu dans cette double un peu énergie. Au niveau scolaire, j'ai envie de dire, j'étais un élève plutôt moyen, très rêveur, très dans sa tête. J'avais une imagination débordante. Aussi, à l'école, j'avais plus de facilité à m'entourer avec des filles qu'avec des garçons. Je trouvais que leur jeu était souvent violent. Je ne m'intéressais absolument pas au football, alors que tout le monde ne pensait qu'au football. Et je me reconnaissais plus dans des jeux avec les filles, et puis dans nos discussions, en fait. Mon frère jumeau également. Et c'est vrai que j'avais en plus il y avait cette particularité. On était très fusionnel avec mon frère, et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément, à cet âge-là, on n'avait pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'amis autour de nous. Là, je devais avoir autour des 11-12 ans. C'est là que, pour la première fois, j'ai entendu ce terme, le terme de PD, que je ne comprenais pas à cette époque. J'avais regardé dans le dictionnaire, mais pédéraste, c'était un homme plus âgé qui couchait avec un homme plus jeune. Comment je pouvais... Enfin, ça n'avait aucun sens pour moi. Et puis, on m'a expliqué ce que c'était. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'était les années SIDA. C'était aussi les amalgames extrêmement courants entre homosexualité et pédophilie. C'était une vie de souffrance. C'était une vie, enfin, c'était en tout cas pas, on n'avait pas de figure d'identification très positive à cette époque-là. Et c'est vrai que j'en ai gardé quelque chose de très marqué. Pour moi, par exemple, la publicité d'un vendeur d'habits où on voyait une personne décédée du sida avec sa famille qui le tenait dans les bras m'a hanté pendant des années. Honnêtement, c'était très remuant. C'était des années compliquées, plus le discours que je pouvais entendre dans ma famille élargie qui était pas très élogieux. Et également, ce qu'on pouvait voir un peu partout, l'homophobie était réelle, elle était présente. Et dès lors, j'ai remarqué que mes attitudes, qui étaient un peu plus féminines, j'ai envie de dire, suscitaient ce type de réaction. Mon père aussi avait tendance, lorsqu'avec mon frère on s'amusait et que on montait un peu trop dans les aigus de faites pas vos gonzesses, soyez un petit peu plus... on avait vraiment des injonctions à être plus masculin, j'ai envie de dire. Et à cette époque, il a décrété qu'on devait couper nos cheveux, donc on a eu les cheveux très courts. Et pour lui, c'était vraiment... Oui, c'est amusant parce qu'en même temps, il a toujours dit qu'il aurait voulu avoir une fille, mais du coup, ça passait pas, au fait, dans notre famille.
Et c'est vrai que c'était une période, pour moi, je dirais, où j'ai intégré un peu toutes ces notions, où je voyais que les garçons plus féminins étaient ben, plus embêtés, plus mis de côté, en fait. Et vraiment, cette injonction à correspondre à mon genre, à correspondre qui pour moi me semblait un peu absurde, mais qui fonctionnait quand même, parce que du coup, je faisais attention à ma manière de me tenir, à ma manière de parler. Et c'est vrai que mon frère jumeau était beaucoup plus efféminé que moi. Et je voyais que ça pouvait aussi lui causer des problèmes. En 1991, je regardais la télévision avec mes parents et une publicité est passée où j'ai vu pour la première fois, ou en tout cas, c'est vraiment mon premier souvenir que j'ai de voir Madonna couchée sur un lit en train de mimer une masturbation avec son costume iconique de Jean-Paul Gaultier, avec son bustier avec les seins en pointe, 2 hommes derrière elle qui portaient également un bustier avec des seins en pointe. Et à la fin de la pub, elle se retournait et elle faisait un mouvement avec la main. Ça a été mon Dieu, je veux savoir qui elle est. J'étais extrêmement impressionné par sa prestance, par son charisme, enfin. Et donc, j'avais encore un peu d'argent de mon anniversaire et je me suis acheté donc cette cassette vidéo de ce documentaire dont c'était la pub, le Holly avec Madonna, et qui a été pour moi une véritable révélation au niveau d'un regard complètement différent que celui que j'avais reçu jusqu'à présent par rapport, aussi bien par rapport à la question de l'homosexualité, également sa manière de parler de l'artiste Keith Haring est décédé du sida, son engagement aussi pour ces questions. Et vraiment, je la trouvais tellement forte. Ensuite, ça a été Andy Warhol, ensuite, ça a été Jean-Michel Basquiat, ça a été d'autres artistes, ça a été d'autres. Et je me rendais compte que j'étais très attiré par ce New York du début des années 80, aussi autour de la crise du sida, où il y avait tout d'un coup un tout autre discours que celui que j'avais pu entendre en Valais, où, par exemple, dans les cours de religion, ce curé qui nous avait dit qu'il s'agissait d'une punition divine et que, enfin... Et là, tout d'un coup, il y avait toute la réalité de ce que ça représentait, les actions d'ACT UP, enfin... J'étais vraiment, subjugué, je crois, par justement par aussi toute cette force de lutter contre le fait de ne pas être accepté. Et je sentais déjà au fond de moi qu'il y avait une sorte d'attirance. J'étais pas très réveillé au fait au niveau sexuel à cette époque-là. J'essayais de trouver une petite copine, mais sans réellement être attiré. C'était vraiment pour faire comme les autres. Je crois qu'il y avait aussi cette idée de voilà, il faut que je sois comme tout le monde, en fait. Et c'est vrai que là, pour la première fois, il y avait ce discours extrêmement positif, mais de la part de Madonna, donc auprès de ces personnes, enfin auprès de la communauté gay. Mais au fond de moi, je crois que le mal était fait. Je crois que dans le sens que j'avais vraiment intériorisé cette homophobie. Et que pour moi, je me disais, mais je ne veux pas être ça. Je ne veux pas. C'est vraiment pas possible que je sois ça. Et c'est des questions qui me trottaient vraiment en tête. Donc, je suis allé à la bibliothèque de l'école et j'ai trouvé un livre de Françoise Dolto qui traitait de l'adolescence et qui disait que il y avait possiblement chez les garçons de plus ou moins mon âge une phase où on pouvait se poser ce genre de questions, mais que ça passait avec le temps. Et du coup, j'étais complètement rassuré. Pour moi, c'était une phase. Ça allait passer, quoi. Vraiment pas de souci avec ça. Et puis je voyais aussi à l'école, enfin, que ce soit au travers de Madonna ou de Jean-Paul Gaultier, donc qui lui avait fait ses costumes et toute sa mode complètement à contre-courant et complètement... j'étais assez excentrique. Je cherchais aussi à être excentrique, à sortir du lot, à être pas comme tout le monde, enfin, mais en même temps, tout en ne voulant pas devenir homosexuel. Donc c'était vraiment une période très compliquée.
pour moi, au niveau de mon identité. J'avais aussi besoin de percer cette bulle gémellaire. Mon frère, lui, aurait aimé qu'on soit habillé pareil, qu'on se ressemble, qu'on soit... Et un jour, sur un coup de tête, je me suis teint les cheveux en noir pour ne plus lui ressembler. Parce que j'étais fatigué de... Je veux dire, les personnes, quand elles nous demandaient notre avis, elles le demandaient à un seul des deux et partaient du principe que c'était bon pour les deux. Je veux dire, par exemple, si je faisais une bêtise ou que mon frère faisait une bêtise, on se faisait toujours engueuler au pluriel, même si l'autre n'avait rien fait. En fait, c'était... Et j'avais besoin vraiment, on nous appelait les jumeaux, chose qui me rendait mais fou furieux à l'époque, parce que non, c'est pas les jumeaux. J'ai un prénom, au fait. Et cette espèce d'entité, j'avais vraiment besoin, je crois que ça a été pour moi nécessaire de prendre ce recul pour me faire ma propre identité, surtout que nous étions tout de même très différents. Avec mon frère, on n'avait plus forcément les mêmes opinions, je veux dire, il y avait plus cette même fusion entre les deux, on aimait toujours les mêmes choses, on aimait toujours, mais ça voulait pas dire qu'on était 100% pareil, tout le temps d'accord sur tout, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. En fait, donc là, moi, c'est moi qui ai pris un peu du recul. Je dirais que je suis devenu le jumeau démissionnaire, comme dirait Michel Tournier dans son livre Les Météores. Et du coup, ouais, mon frère a très mal vécu cette période parce que lui voulait garder ce lien identique et moi pas du tout, en fait. Donc là, j'ai commencé. Alors autant j'étais content de l'avoir dans ma classe, autant j'ai commencé à me distancer. Je dois dire qu'il était aussi très excentrique, hein, mais il subissait beaucoup plus d'homophobie que moi. Moi, je crois que de mon côté, je m'étais fabriqué un masque de manière à me préserver par rapport à tout ça. Déjà, j'étais pas au clair avec moi-même, et puis vis-à-vis du monde extérieur, j'avais l'impression que j'avais besoin de me prouver des choses, en fait. Donc là, il me restait encore une année d'école à faire, et c'est vrai que cette dernière année a aussi été compliquée sur ce point-là. C'est l'époque, comme j'étais très fan de Madonna, c'est l'époque où elle a sorti son livre, le fameux livre Sexe, un livre de photographie où elle mettait en photo ses fantasmes des œuvres du photographe Steven Meisel. Et c'est vrai que j'avais tout fait pour l'obtenir. J'avais réussi à l'obtenir. Alors mon père avait été catégorique. À Noël, j'avais reçu des sous. Il m'avait dit c'est en tout cas pas pour acheter ce bouquin, alors que je l'avais déjà dans le sac à dos qui était dans la pièce à côté. Et au fait, tous les jours, je devais le prendre avec moi à l'école par peur que mes parents tombent dessus. Donc là, je devais avoir 13, 14 ans. Il était interdit au moins de 18 ans. Et c'est vrai que les camarades à qui je le montrais s'excitaient dessus de voir une femme nue. Alors que chez moi, ça provoquait rien. Enfin, j'étais plus excité par les photos des deux hommes qui s'embrassaient à pleine bouche que de Madonna toute nue. Honnêtement, je les trouvais belles, les photos, mais d'un point de vue artistique, pas du tout d'un point de vue érotique. Ça ne m'excitait pas une seconde, au fait. Et puis je me rendais compte que cette phase, elle avait de la peine à avancer, au fait. Et puis, je suis arrivé à la fin de ma scolarité et là, il a fallu choisir un apprentissage. Mon frère était parti dans le milieu bancaire et moi, n'ayant pas les notes pour aller peut-être dans un apprentissage plus d'employé de commerce. Enfin, j'avais énormément de problèmes avec l'allemand, j'avais énormément de problèmes avec... J'étais bon en maths, au fait, et donc j'ai plutôt parti dans quelque chose qui touchait aux maths. Et c'est vrai que mon grand-père, à cette époque, a réussi à m'obtenir... entre guillemets, un passe-droit pour rentrer comme mécanicien dans un organisme militaire. Et je me suis retrouvé, alors excentrique comme j'étais. Le premier jour, on m'a dit que je devais me raser la tête parce que j'avais une coupe un peu abracadabrante à l'époque et ça a été une année très compliquée, vraiment extrêmement compliquée. D'une part, d'un point de vue de l'apprentissage, d'autre part, mes camarades, on va dire, d'apprentissage étaient vraiment pas sympa, vraiment très très rude. Et avec ça, beaucoup de conflits avec mon père qui essayait de me pousser dans une direction. Il fallait que je me range, il fallait que je sois carré. Puis moi, je m'imaginais de plus en plus partir. Je rêvais que d'une chose, c'était de quitter le Valais, c'était quitter cette famille, c'était quitter je voulais partir le plus rapidement possible. Donc, j'ai terminé la première année avec de très mauvaises notes.
Et j'ai quand même passé la première année, mais on m'a fait comprendre que de toute façon, ça servait à rien. J'arriverais pas au bout, ce qui était vrai, soyons honnêtes. Et je ne savais pas du tout quoi faire. Et c'est là que mon père, travaillant pour cette entreprise de chemin de fer, il m'avait ramené une brochure euh, pour faire un apprentissage de monteur de voie de chemin de fer. C'était pas forcément le métier que je rêvais de faire, mais pour ça, il fallait que je parte et que je m'installe à Lausanne. Et pour moi, Lausanne, c'était la liberté. J'y venais déjà, étant plus jeune, je passais des heures dans le magasin Maniac à regarder des habits que mes parents ne m'auraient jamais permis de porter, à voir des gens beaucoup plus excentriques que ce que je voyais. Pour moi, ça représentait la liberté. Donc, ni une ni deux, ça a été oui, je prends cet apprentissage et j'ai enfin pu quitter la maison. J'avais 16 ans. Même 15 ans quand je suis parti et je suis venu faire mon apprentissage à Lausanne. Je louais une chambre chez une personne âgée sous gare. C'était amusant. J'étais assis sur le rebord de la fenêtre, je fumais des cigarettes et j'avais la vue sur le cinéma moderne, sur l'entrée du cinéma moderne. Je voyais les personnes y entrer et sortir. Alors, j'ai jamais osé y aller. Enfin, en même temps, j'avais pas l'âge pour y aller. Et en même temps, je me suis retrouvé dans un milieu, de nouveau, uniquement d'hommes. Et là, c'était des jeunes qui venaient d'un peu partout, de tous les cantons. Et le fait d'être à Lausanne, j'avais cette liberté. J'avais des cheveux rouges. Je m'étais percé les oreilles moi-même. J'étais voilà. Et c'est là que j'allais rencontrer un premier perceur qui m'a percé le nombril, le téton. Je crois que je passais plus pour un excentrique réellement que pour un homosexuel à ce moment-là. Et moi-même, je rencontrais des filles avec qui j'avais des relations qui restaient très platoniques, en fait. Et comme elles attendaient plus, ça se finissait assez rapidement parce que moi, j'étais pas du tout attiré, au fait. Je me rends compte que la sexualité n'était pas une chose qui m'obsédait comme les autres adolescents de 15-16 ans, j'ai envie de dire. Donc, j'étais aussi beaucoup dans les livres. J'aimais lire parce que pour moi, c'était une manière de m'évader de la réalité, m'évader de la vie, quoi. Et puis, j'ai adoré, au fait, cet apprentissage parce que, pour la première fois, je pouvais être dans un groupe avec d'autres hommes où la solidarité est nécessaire dans ce type de métier. On doit se serrer les coudes. On faisait partie de la même famille, on était des cheminots. Et pour la première fois, je me sentais réellement intégré dans un groupe. Il y avait également un autre Valaisan qui allait devenir un très bon ami que je voyais durant les week-ends. C'était aussi la période où on a commencé à sortir, où on commençait à aller boire des verres, où je me libérais un petit peu déjà du carcan de ma famille. Et puis avec beaucoup plus de liberté, comme je travaillais en extérieur, je pouvais changer ma couleur de cheveux quand je le voulais, j'étais beaucoup moins opprimé, on va dire. En plus, comme j'avais quand même fait une année en mécanique, le niveau était extrêmement bas. Et c'est vrai que sans étudier, sans rien, j'avais les meilleures notes. Donc pour moi, ça a été une période très facile, j'ai envie de dire. Et quelque temps après que j'ai commencé l'apprentissage, la fille de la personne âgée chez qui j'habitais sous gare a divorcé et a voulu récupérer sa chambre, donc je n'avais plus de logement. Et un de mes collègues d'apprentissage m'a proposé de voir. Il habitait dans un grand appartement de 9 pièces et demie chez une famille également, et une chambre était libre. Et je suis arrivé dans cette famille qui allait changer énormément de choses dans ma vie. Je me suis installé chez cette famille. Donc, le père était un homme politique de la ville de Lausanne et la maman était au foyer. Ils avaient 2 enfants, donc une fille et un garçon. Et peu de temps après mon arrivée, leur fille est revenue à la maison. Elle avait 5 ans de plus que moi. Et dès notre première rencontre, ça a tout de suite fonctionné. Il y a eu un feeling entre nous. C'est devenu ma meilleure amie et elle l'est toujours actuellement. Et c'est vrai que avec cette famille, c'était une famille très de gauche, très cultivée.
Il lisait, voilà, il y avait des livres à peu près partout dans la maison. Il y avait, voilà, un goût pour la culture, un goût pour l'humain, un goût pour les échanges. C'était très enrichissant. Enfin, moi qui avais grandi dans une famille où on passait plus de temps devant la télévision qu'à se parler, tout d'un coup, je me retrouvais dans une nouvelle famille où je pouvais échanger, partager mes idées, partager mes opinions et vraiment très bienveillante. Vraiment, ça m'a fait énormément de bien de la rencontrer. Et quelques mois après, leur fils est revenu. Il était parti s'installer au Mexique. Il avait fui le service militaire suite au décès d'une recrue lors d'une marche en vallée. Et c'était vraiment aussi un personnage totalement atypique, le genre de personne à venir me réveiller à 3 heures du matin pour me proposer d'aller me promener dans Lausanne et me parler de littérature, de philosophie, vraiment quelqu'un d'incroyable. Et c'est vrai que je crois sans peine dire que ça a été vraiment mon premier coup de cœur. Je sentais que j'avais une très forte attirance pour lui. Alors, il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais rien eu, mais c'est vrai que c'était extrêmement troublant. Et lors d'une sortie avec ma meilleure amie, donc, elle a été la première personne à qui j'ai osé aborder le fait que je pensais être homosexuel, mais que je n'en étais pas sûr et que voilà, ça a été autant libérateur qu'en même temps très très angoissant parce que j'avais vraiment une difficulté à dépasser toute cette éducation que j'avais reçue, toute cette injonction, tous ces points négatifs autour de tout ça, et j'étais très perdu, au fait. Il y a également eu un autre événement, c'est qu'avec lorsque je faisais cet apprentissage donc de monteur de voie de chemin de fer, il nous arrivait de devoir aller sur des chantiers qui étaient en dehors de Lausanne, et dès lors, on devait dormir à l'hôtel. Et lors d'une de ces découches, comme on appelait ça, on sortait beaucoup, on faisait la fête le soir, on buvait beaucoup aussi. Et un soir, je suis rentré avec un apprenti avec qui je m'entendais extrêmement bien, et j'ai eu un délire de vouloir prendre un bain. Il devait être 1 heure du matin. Et au fait, il m'a rejoint dans la baignoire. Et ça a été un moment. Alors aussi, il n'y a pas eu d'acte réellement, mais quelque chose de très tendancieux, j'ai envie de dire, qui me troublait énormément et qui faisait que je me perdais de plus en plus entre j'ai envie de dire, entre ce flic de la morale que j'avais dans la tête et puis ce que je ressentais en fait comme désir. Donc là, j'étais vraiment mal par rapport à cette période. Je continuais quand même à essayer de me trouver une copine, à essayer de correspondre à la norme, à ce qu'on m'avait appris. Enfin, je me souviens que j'avais des fantasmes qui tournaient essentiellement autour des hommes, mais j'avais terriblement honte. J'avais honte de moi. J'étais mal avec ça. Sincèrement, c'était vraiment, mais je m'imposais des choses. J'étais très maltraitant, en fait. Je me rends compte avec le recul. Et donc, j'ai terminé cet apprentissage. J'ai énormément appris auprès de cette famille. Aussi, que j'étais peut-être pas aussi stupide que ce que l'on m'avait laissé entendre à l'école ou que mon père me laissait entendre. Et que, du coup, j'étais tout à fait en mesure. J'aimais lire des livres, j'aimais la philosophie. J'aimais pas l'école, mais j'aimais apprendre. J'aimais apprendre d'autres points de vue, d'autres manières de voir le monde. Enfin, c'était aussi un moment pour moi qui m'a permis de sortir un peu de ce rôle de j'ai pas les notes, je suis pas à la hauteur, c'est pas assez bien. Enfin, vraiment et c'est vrai que c'est un apprentissage sur 2 ans. J'arrivais au bout de cet apprentissage et pour moi, j'allais commencer ma vie d'adulte, au fait. Et là, un peu sur un coup de tête, on avait la possibilité à la fin de l'apprentissage de partir une année, faire une année entre guillemets de stage, même si on n'était plus des stagiaires, qu'on avait obtenu notre diplôme.
de partir dans une équipe pour tester quelque chose d'autre. Et je me suis mis en tête de partir à Berne pour apprendre l'allemand. Moi qui n'arrivais pas avec cette langue, je me disais mais ça pourrait être bien pour la suite et pour la suite de ma carrière, au fait. Et du coup, je devais partir avec cet ami valaisan qui faisait l'apprentissage avec moi. Et à la dernière minute, et on devait prendre un appartement ensemble. Et à la dernière minute, au fait, on n'a pas pu faire partie de la même équipe. Lui a pris un appartement à Fribourg et moi, je me suis retrouvé seul à Berne. Je ne parlais pas la langue. Et dans une équipe où, au fait, je comprenais absolument rien de ce qu'il me racontait. On parlait en anglais entre nous parce que sinon c'était impossible de communiquer. Et puis là, ça a été vraiment une période horrible. Je veux dire, je travaillais, je rentrais chez moi, j'habitais dans un quartier un peu glauque, on va dire les choses. Berne, à l'époque, c'était aussi un peu la drogue à ciel ouvert. Moi, j'ai une personne qui avait fait une overdose dans les escaliers. J'avais pas de téléphone dans cet appartement, donc je devais sortir dans une cabine pour pouvoir appeler mes amis ou ma famille pour avoir un échange aussi, pouvoir parler avec quelqu'un. Et c'est vrai que dans la cabine, je trouvais des papiers d'alu, des seringues, enfin, c'était vraiment, mais qu'est-ce que je faisais là, quoi? Vraiment, qu'est-ce que je faisais là, moi qui venais de mon Valais où tout ça n'était pas autant visible que ce que ça l'était à cette époque à Berne. Et puis donc là, j'avais 18 ans. Quelques mois après être arrivé à Berne, j'ai commencé à perdre énormément de poids. Et vraiment, de manière un peu inexpliquée, parce que je mangeais correctement, à midi en tout cas, vu qu'on nous préparait le repas sur le chantier où je travaillais avec mes collègues. Et puis le soir, je mangeais que des cochonneries, on va être honnête, c'était des pizzas et des biscuits, quoi, tout le temps. Et je perdais du poids. Et puis je me disais, c'est le travail, quoi. C'est un travail quand même qui est très physique. Je me disais, mais c'est en lien avec ça. Et au début de l'année suivante, j'ai commencé à avoir des démangeaisons sur tout le corps. Vraiment des très fortes démangeaisons. Et je pris rendez-vous chez mon médecin qui pensait que j'avais contracté la gale, en fait. Et donc j'ai eu un traitement contre la gale. Et au fait, ça passait pas, et je perdais de plus en plus de poids. Et puis, je suis retourné à un moment où vraiment, je me réveillais le matin, j'avais les jambes qui étaient en sang parce que je m'étais gratté pendant la nuit, mais jusqu'au sang. Et puis, comme je toussais un petit peu, il a quand même voulu me faire une radio. Et quand il a pris la radio, j'ai vu sur son visage que ça allait pas. Et là, il m'a rien dit, il m'a rien expliqué. Il m'a juste dit, écoutez, vous rentrez à la maison, vous préparez une valise et vous allez aux urgences, mais maintenant. Parce que moi j'ai dit, ouais, mais je peux pas y aller demain. Non, maintenant. Et le maintenant, ça m'a OK. Et je suis arrivé, et quand il m'a donné la radio, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai donné la radio, j'ai vu la tête des médecins. J'étais là et ma mère m'avait accompagné. Et il parlait de me faire un scanner, et puis là, ma mère a attrapé une infirmière dans le couloir, elle me le dira par la suite, et puis l'infirmière a dit on pense qu'il a soit un cancer, soit c'est autre chose, mais c'est grave, en fait. Et dès lors, un médecin est venu me voir le lendemain, et il m'a dit écoutez, je vais être honnête avec vous, soit c'est le sida, soit c'est un cancer. J'étais là, mais le sida, j'étais encore vierge à cette époque. Et effectivement, j'avais fait beaucoup de piercings, j'avais fait des tatouages. Enfin, j'avais un tatouage à l'époque. J'étais là à me dire, mais c'est pas possible. Enfin, je les ai pas fait dans un garage non plus, les piercings. Et puis, il a fallu quand même attendre presque 2 semaines pour avoir les résultats. Par rapport au... Et puis, ça n'était pas le VIH. Et effectivement, c'est là que le diagnostic est tombé. J'avais contracté une maladie de Hodgkin, donc un cancer des ganglions lymphatiques. Et naïvement, je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Que je pensais qu'en 3 semaines, ce serait réglé, au fait. Et puis c'est là qu'elle m'a dit, mais c'est entre 8 mois et 1 année de traitement. Et on le commence tout de suite, parce que il était tellement avancé, au fait, le cancer était tellement avancé
qu'à un mois près, on n'aurait même pas entrepris le traitement, en fait. Donc là, c'est mon monde qui s'effondre totalement. Je me retrouve... Alors, étrangement, il y avait une chose que je trouvais positive, c'est que j'allais quitter Berne et puis que je n'aurais plus à vivre dans cette solitude et le reste, mais dès lors, ça a été vraiment l'effondrement. Moi qui commençais tout juste ma vie, qui avait fini cet apprentissage, qui était enfin autonome et enfin libre de travailler et puis de faire ma vie, de construire ma vie telle que je l'entendais, je devais retourner en Valais et retourner vivre chez mes parents parce que le traitement était lourd et que je ne pouvais pas rester seul, au fait, pour le faire. Donc, le soir-là, je me souviens, c'était à l'hôpital de Sion, j'étais au fumoir de l'hôpital, qui était le seul lieu de socialisation entre malades, au fait. Et je vois arriver une personne sur une chaise roulante, extrêmement maigre, extrêmement pas bien. Et à l'hôpital, c'était un peu l'habitude. On se retrouvait tous là et on se connaissait plus par nos maladies que par nos prénoms. Avec les personnes, il y avait l'étage, c'était le H3 et c'était autant bien des personnes qui avaient le cancer que des maladies de Crohn, Et cette personne était porteuse du VIH et là était passée en stade SIDA, au fait. Et elle débordait d'une envie de vivre, d'une envie de se battre, d'une envie de continuer. Il l'avait contracté suite à partage de seringues. Il était ancien toxicomane. Et cette personne a réussi à me transmettre cette envie de me battre et cette envie de m'en sortir. Donc j'ai commencé les traitements de chimiothérapie. C'est vrai que les premières injections ont été terribles. J'ai cru que j'allais vraiment mourir le jour-là, tellement j'étais malade, tellement j'étais l'ombre de moi-même, quoi. Vraiment, j'avais plus aucune énergie, rien du tout. On me donnait de très hautes doses de cortisone, ce qui me provoquait presque des boulimies. C'était la seule chose qui calmait mes nausées, c'était de manger. Donc pendant une longue période, je faisais pratiquement 6 repas par jour. C'était la seule chose qui arrivait à calmer, au fait, la nausée, c'était de manger. Donc, j'ai pris plus de 30 kilos, j'étais énormément gonflé, j'ai perdu mes cheveux, les sourcils, les cils, c'est là que j'ai compris l'important d'avoir des cils et d'avoir des poils dans le nez, ce que j'avais jamais vraiment compris jusque-là. C'est à quel point ça filtre toutes les cochonneries qu'il y a autour. Et puis c'était des maladies, vomir à longueur de journée, c'était très compliqué. Donc il y avait des vomissements, mais à côté de ça, je mangeais beaucoup, donc j'ai quand même pu maintenir. Je prenais du poids et puis on a fait ce traitement, je dirais pendant environ 6 mois. Je faisais une semaine où je recevais, j'allais dans le cabinet de mon oncologue à Sierre, je recevais les traitements de chimiothérapie. Donc, c'était rester assis 4 heures sur une chaise à attendre que le liquide ait fini de couler pour être ensuite malade pendant 2 semaines, recommencer à aller mieux. Et puis, pour recommencer, pour retourner et refaire ce cycle, je devais me rendre à l'hôpital, faire des transfusions de plaquettes, j'avais plein de problèmes annexes à côté, qui étaient provoqués par ces traitements, au fait. Et c'est vrai que là, le rapport à mon corps a été extrêmement compliqué. Je me reconnaissais plus. J'étais dans un corps, contre lequel je devais lutter, au fait. Et c'était compliqué, mais en même temps, je me suis découvert une force que je me pensais être incapable. Moi qui me pensais plutôt peureux et plutôt pas très courageux, pas très engagé. Là, j'avais un réel comportement de guerrier par rapport à ça. Pour moi, c'était une guerre. Cette période, j'ai eu également, j'étais avec ma mère toute la journée et on s'est beaucoup rapprochés. Vraiment on n'était plus dans le rapport mère-fils. Il y avait vraiment quelque chose on se parlait honnêtement de nos vies, de nos attentes, de nos espoirs, Et c'est vrai qu'elle a été très très forte. Elle m'a énormément soutenu. Elle a vraiment été très présente durant ce premier traitement. La relation avec mon père restait très compliquée.
lui, il voyait presque d'un mauvais œil que je ne fasse rien de mes journées et il proposait au concierge de l'immeuble mes services sans me le demander, ce qui me rendait fou de rage. Et, euh, et donc j'ai traversé tous ces traitements, la chimiothérapie, les rayons. Et puis lorsque j'ai été en rémission, j'ai eu l'opportunité, comme mon père venait d'acheter un appartement donc un appartement pour sa mère et un studio qu'il voulait mettre en location. Je lui ai dit que je voulais prendre ce studio. Et donc, parce que pour moi, je pouvais pas rester vivre chez mes parents. À ce moment-là, une fois les traitements terminés, j'ai pu reprendre mon travail de monteur de voies de chemin de fer, mais cette fois à Sion. Et puis, petit à petit, je me rendais bien compte que j'avais plus la même force, que j'avais plus la même endurance, et puis ça allait être compliqué au fait de me reconstruire par rapport à tout ça, mais j'avançais un jour après l'autre. Donc là, on était au mois de décembre lorsque j'ai pris cet appartement. J'avais fêté mes 19 ans. Et puis, je faisais des scanners pratiquement tous les 2 mois. Et au mois de mars de l'année suivante, donc un mois avant mes 20 ans, on m'a annoncé que le premier traitement n'avait pas fonctionné et que je faisais une rechute. Et dès lors, rebelote, j'ai dû arrêter mon travail et puis rendre le studio, retourner vivre chez mes parents, ce qui a été très compliqué à accepter pour moi. Et puis on m'a proposé un nouveau traitement, une solution, compte tenu que j'avais un vrai frère jumeau. On m'a proposé de faire une greffe de la moelle. Donc le 21 avril 1998, j'ai fêté mes 20 ans avec ma famille. Ça a été un week-end relativement épique. Aussi avec mes amis, on a énormément fait la fête. Et le lundi, je suis rentré à l'hôpital pour commencer un nouveau traitement de chimiothérapie. Qui avait pour but de faire réduire la taille de mes ganglions avant de pouvoir entreprendre la deuxième partie du traitement, donc la chimiothérapie de préparation, qui était censée détruire affaiblir en tout cas mon système immunitaire et ma moelle, de manière à permettre aux cellules souches de mon frère de remplacer ma moelle au fait. Donc je commence le traitement à l'hôpital. Alors j'ai pas pu le commencer le lundi parce que on va dire que les affres du week-end, ils étaient pas très chauds que je commence la chimiothérapie le lundi, donc je l'ai commencé le mardi. Et c'est vrai que c'était du coup un autre protocole, d'autres médicaments. Et là, contrairement à ma première chimiothérapie, au fait, j'ai vraiment eu des effets secondaires très très importants, aussi bien pendant les périodes où je recevais donc la chimio, donc les intraveineuses, que les périodes qui ont suivi. J'étais vraiment très très malade, j'avais énormément de nausées, j'étais incapable de manger. Vraiment, il n'y a rien qui passait du tout. Rien que de voir de la nourriture me rendait malade. Je pouvais plus rentrer dans un magasin d'alimentation. Voir de la viande crue me faisait vomir. Alors que j'adore le steak tartare. Et c'était vraiment une période très difficile. Donc là où j'avais pris pratiquement une vingtaine de kilos même plus de 20 kilos pour le premier traitement, là j'en ai perdu une trentaine. Et je suis arrivé à un stade où je devais être nourri par sonde. Mon oncologue à l'époque m'a expliqué que je faisais de l'anorexie physique. Ça veut dire que mon corps refusait la nourriture. Et je me souviens que j'étais à l'hôpital vraiment dans un état catastrophique, où mes médecins me disaient mais si vous n'arrivez pas à manger, on n'est pas sûr de pouvoir poursuivre au fait ce traitement. Et c'est vrai que j'étais un petit peu désespéré parce que c'était vraiment pas de la mauvaise volonté. Je mangeais 3 cuillères, ça ressortait automatiquement, donc c'était extrêmement compliqué. Et puis un soir, une infirmière est venue dans ma chambre.
et m'a dit un petit peu, je me souviens très bien, elle est venue, elle m'a dit, écoutez, ce que je vais vous dire, je mentirai si vous venez à le répéter à qui que ce soit, mais voilà, est-ce que vous avez des amis autour de vous qui fument du cannabis? Et puis, à cette époque, effectivement, mon frère avait des copines qu'il avait rencontrées au centre professionnel, dont une copine avec qui je m'entendais bien, qui était vraiment une baba cool, avec une famille de baba cool. Et au fait, c'est là que j'ai commencé à consommer du cannabis. Vraiment, j'aurais pris n'importe quoi à ce moment-là pour sortir de cet état, tellement c'était difficile, au fait, comme traitement. Et c'est vrai que, j'ai pas peur de le dire, le cannabis m'a sauvé la vie à ce moment-là. Je fumais un joint et j'étais capable de m'alimenter, j'étais capable voire même de beaucoup manger, au fait. Ça m'ouvrait des fringales, mais incroyables. J'arrivais à dormir, à me relaxer, puis je disais, le deuxième effet vraiment intéressant avec ça, c'est que j'étais potentiellement en train de mourir d'un cancer et que je m'en fichais. Enfin, j'avais l'impression que ça arrivait à quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que pourtant à cette époque-là, j'étais plutôt un anti-drogue. J'avais énormément de peine avec ça. C'était la période où des jeunes de mon âge, donc 20 ans, sortaient en boîte de nuit, où l'ecstasy faisait beaucoup parler d'elle. Et pour moi, j'arrivais pas à comprendre qu'on puisse avaler une pilule pour avoir du plaisir. Je veux dire, à cette époque-là, je tournais à 30 médicaments par jour, donc 15 le matin, 15 le soir. Pour moi, avec tous les effets secondaires au niveau de l'estomac, avec toutes les difficultés qui allaient avec ce type de traitement. Et vraiment, le fait de fumer a complètement changé la donne, quoi. J'ai pu reprendre du poids, j'ai pu reprendre aussi du poil de la bête, me sentir mieux. Psychologiquement aussi, j'étais très très bas à ce moment-là. J'avais des effets secondaires également de la chimio qui étaient très difficiles à gérer, des moments où j'avais l'impression que les os de mon visage, au fait, qu'ils étaient en train de gonfler et que ma peau allait exploser, ou des moments où j'avais l'impression d'être minuscule à l'intérieur d'un corps gigantesque. Enfin, ça touchait vraiment à des niveaux. C'était très compliqué et vraiment, mais je me souviens également d'un jour où ma mère est rentrée, donc comme je vivais de nouveau chez eux, est rentrée à la maison et vraiment je pleurais. Je lui disais, mais je sens qu'il y a des choses qui vont pas en moi, que je sais pas où j'en suis. Et là, ma mère m'a jeté une perche en me disant, mais est-ce que tu es homosexuel? Et je lui ai dit, pas maintenant. Je peux pas maintenant. C'était juste, voilà. Cette partie-là de ma vie était totalement de côté. Je ne me posais plus ce genre de questions. Là, je n'avais qu'un seul objectif, c'était survivre. Et je me souviens qu'il y avait une colère derrière tout ça, que j'étais extrêmement en colère contre cette maladie. Et je crois que cette colère, c'est aussi ce qui m'a permis quelque part de me placer dans cette posture de guerrier. Pour moi, c'était une guerre et il ne pouvait y avoir qu'une seule issue. C'était soit la mort de mon cancer, soit ma mort. Et j'étais préparé à ça. Et je mettais toute mon énergie là-dedans. Il n'y en avait que pour ça, au fait. Je n'avais plus de disponibilité pour autre chose, au fait. Donc, ça a été vraiment une période compliquée. Donc, là, par contre, du coup, j'ai pu faire ce traitement. Mes ganglions se sont réduits et on a pu commencer ce qu'on appelait une chimiothérapie coup de poing. Donc, une chimiothérapie de préparation qui fait que on nous donne un médicament, donc des injections à faire tous les jours. Ça fait que notre moelle sort dans le sang. Et puis, la chimiothérapie permettait de détruire ces cellules avant qu'elles retournent à leur place initiale. C'est le même traitement qu'a reçu mon frère pour pouvoir, justement, qu'on extrait la moelle, il avait un tube dans un bras, un tube dans l'autre, et il y avait une centrifugeuse entre les deux, où, au fait, son sang sortait d'un côté, elle était centrifugée, et il récupérait, au fait, les cellules souches, donc les cellules de moelle. Et donc, il est venu à l'hôpital avec moi à Genève, j'ai fait ça au HUG. Et puis, ça a vraiment été un événement très compliqué aussi pour moi, parce que je suis arrivé dans cette chambre, donc c'était une chambre stérile, qui devait mesurer 3 mètres sur 4 environ, peut-être 5, allez, 3 mètres sur 5.
que les 2/3 de la chambre étaient occupés par un lit avec un énorme caisson à l'arrière qui permettait de purifier l'air toutes les demi-heures. J'avais comme une espèce de auvent au-dessus de mon lit avec des projections d'air sur les côtés. Donc si quelqu'un, par exemple les médecins, les infirmières ou autres rentraient dans la chambre, je devais être assis sur le lit parce que comme ça l'air projeté vers l'extérieur, il n'y avait pas de microbes, même s'ils rentraient avec vraiment tout un équipement, ils étaient couverts de la tête aux pieds. Et puis, je devais ensuite attendre une demi-heure que l'air soit purifié pour pouvoir redescendre de mon lit, au fait. Et c'est vrai que pour m'occuper, j'avais une télévision, un vélo d'appartement. Je déteste faire du vélo d'appartement, donc c'était vraiment pas très évident. Et surtout, ce qui a été compliqué, c'est que on peut pas avoir de douche parce qu'il y a trop de risques de bactéries. Donc, c'était de se nettoyer avec un désinfectant, avec un lavabo, et puis on devait désinfecter la peau. Et je n'avais pas de toilette non plus. Donc c'est une chaise avec un trou parce que tout était analysé. Je devais calculer le nombre d'urines que je faisais par jour. Et vraiment, c'était une ambiance très aseptisée. Donc, la nourriture, tout était bouilli. J'avais l'impression de recevoir de la nourriture pour chat. Ça avait vraiment, comme les barquettes qu'on donne aux chats, au fait. Et puis aucune saveur, rien du tout. Donc moi qui avais déjà eu tellement de problèmes avec la nourriture auparavant, ça a vraiment été, mais 3 mois de cauchemar. 3 mois à rester enfermé dans une pièce et à ne rien faire. En plus, la télévision, tout ce qui était images qui bougeaient me provoquait des nausées et des vomissements. Donc, il me restait la musique et la lecture. C'était les 2 seules choses que j'arrivais à faire. Et donc, j'ai beaucoup lu. Durant la phase de préparation, donc durant cette chimio coup de poing, quand on est dans la chambre stérile, au fait, j'ai hélas contracté un problème au niveau de l'estomac. Je sais plus dire si c'était une bactérie, un virus, enfin ce que c'était, qui m'ont provoqué énormément de douleurs. Donc j'étais sous morphine, je supporte très mal la morphine. Et c'est vrai que, comme disait le médecin à mes parents, tant que j'en voyais bouler les infirmières et que je ronchonnais et que je me montrais insupportable, je sais que j'allais bien. Et puis un jour, ils ont vu que je réagissais pas forcément, que je parlais plus, que j'étais... Et là, au milieu de la nuit, ils ont appelé mes parents pour dire qu'il fallait qu'ils viennent parce qu'ils étaient vraiment pas sûrs. L'infection se prolongeait, j'avais beaucoup de fièvre. J'ai très peu de souvenirs de cet épisode parce que j'étais vraiment dans les choux complets. Et mes parents sont venus pour me dire au revoir. Et je sais que ça s'est resté un événement particulièrement traumatique pour mes parents à ce moment-là. Et puis, contre toute attente, au fait, mon état s'est nettement amélioré. Et puis finalement, j'ai pu recevoir les cellules souches. Une fois qu'on reçoit ces cellules souches, il faut attendre que le corps recommence à fabriquer des globules blancs, donc des défenses immunitaires. Et ça a pris quand même un certain temps à ce moment-là. J'ai plus vraiment de souvenirs exacts de combien de jours j'ai fait. Je sais que ça tourne autour des 3 mois et demi dans la chambre stérile. Et pour moi, ça a été vraiment un moment de... je me retrouvais seul face à moi-même. Et ça a été un moment de lutte, vraiment, de lutte contre moi, contre ma peur, contre ce cancer, quoi, finalement. Et malgré tout ça, j'ai réussi à sortir. C'est vrai aussi que j'étais fumeur à l'époque. On m'avait dit qu'il fallait que j'arrête de fumer avant de rentrer dans la chambre stérile. Et puis j'avais éteint ma dernière cigarette 10 minutes avant d'entrer dans la chambre. Donc, mais bizarrement, il n'y a pas eu d'effet de manque. Je crois que j'étais tellement pris par la situation et ce qui était en train de se jouer que ça n'a pas été un problème. Je m'étais dit, super, je suis débarrassé de la cigarette. J'ai tenu une demi-heure en sortant de la chambre stérile avant de rallumer une cigarette. Donc, non, ça avait été un coup dans l'eau, en fait. Mais ça m'a permis de retourner ensuite vivre chez mes parents. Je sais que ça a pris pas mal de temps avant de pouvoir envisager peut-être une reprise professionnelle. De toute
toutefois, on m'avait prévenu que mon métier de monteur de voix, c'était terminé. C'est un métier où on se blesse facilement, où on est en contact avec... c'est pas forcément un métier très propre, très stérile. Et puis, je devais vivre avec ça. Il y avait également une autre donnée quand on fait une greffe de la moelle, c'est que les premiers mois, lorsqu'on sort de l'hôpital, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on ingère, c'est à usage unique. Ce qui veut dire qu'ouvrir une bouteille de sirop, on se fait un sirop avec et ensuite on peut jeter la bouteille. Donc, tout était à usage unique. J'avais l'impression de vivre dans un avion. En fait, j'avais tout qui était en monodose, on peut pas manger n'importe quoi. Tout doit être super cuit, tout doit être... Et c'est vrai que j'étais tellement terrorisé à l'idée de revivre une infection ou quelque chose qu'il m'a fallu énormément de temps pour oser de nouveau vivre. En fait, simplement, une fois que mes défenses immunitaires étaient de nouveau remontées, ça a vraiment été longtemps avant que j'arrête d'avoir peur. C'est pour ça que, c'est vrai que porter un masque et puis avoir peur d'être contaminé par un virus ou quelque chose, j'ai envie de dire, le coronavirus à côté, ça a été, je dirais, j'étais déjà entraîné. Et c'est vrai que, ça a pris du temps pour que je me remette sur pied et surtout pour que j'ose de nouveau. Et je crois que chez moi, ce qui a été un déclic, au fait, ça a été d'entreprendre, de me faire tatouer une nouvelle fois, de me faire faire des piercings, de me faire faire, de passer par ces actes aussi pour montrer que mon corps était capable de nouveau d'encaisser ce genre de choses. Alors, ça rendait fou mes médecins, vraiment complètement fou que je fasse des choses pareilles. Mais en même temps, j'avais 21 ans et j'étais un jeune de 21 ans qui vivait dans son époque et qui avait envie de retrouver aussi sa vie d'avant, en fait. Même si j'ai bien compris à ce moment-là que ce que j'appelais une parenthèse ne serait pas une parenthèse compte tenu que je devais, de nouveau, je me retrouvais face à ce choix cornélien de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Entre-temps, également, mon frère, après m'avoir donné la moelle, donc après être venu au HUG, a participé à la Gay Pride de Genève. Et suite à cette Gay Pride, il a pris l'initiative de faire son coming out. Donc mon frère jumeau est gay également. Et je me souviens qu'il l'a fait alors que j'habitais encore chez mes parents. Et effectivement, ça s'est pas super bien passé. Et je me suis retrouvé seul avec mes parents qui étaient en train de pleurer, qui étaient en train de se demander qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal, Et j'étais là à me dire, mais jamais je ferai le mien. Jamais, en fait. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il était temps que je m'en aille, au fait. Donc mon frère jumeau avait repris le studio qui appartenait à mon père, celui où j'habitais. Et puis, au même moment, ma grand-mère paternelle, qui habitait l'appartement juste à côté, a dû être hospitalisée. Et on savait qu'elle ne retournerait pas dans cet appartement. Donc j'ai profité de l'occasion pour reprendre cet appartement et puis enfin quitter la maison de mes parents, quoi. Vraiment. Vous venez d'entendre l'histoire d'Alexandre, racontée par lui-même. Encore merci à lui pour son courage et son partage. Ces témoignages sont accueillis et enregistrés au sein de l'Éveil et sur base de volontariat. Ce témoignage a été enregistré en mars 2026. Production et droit, l'Éveil. Chargé de production et responsable du projet, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Graphisme, Neville Beau. Encadrement et supervision du projet, Oran Mackenzie et David Vial. Toutes les informations concernant l'éveil sur www.aeveil.ch. Merci pour l'écoute et à très vite pour la deuxième partie.